En tant qu'être humain, on cherche sans arrêt des stratégies qui vont nous permettre d'atteindre rapidement et efficacement nos objectifs. Au début, on est assez curieux et on va tester pas mal de choses différentes. Mais très vite, une fois qu'on a trouvé la stratégie qui fonctionne pour nous, on a tendance à penser que c'est la meilleure manière de faire les choses, l'unique véhicule qui fonctionne. On rentre alors dans un dogme et on va se mettre à critiquer tous les gens qui pensent différemment de nous. Bizarrement, si vous adoptez un régime paléo, vous n'allez pas vous disputer avec la personne qui mange à McDo tous les jours. Non. Par contre, vous allez vous embrouiller à mort avec la personne qui a décidé de devenir vegan. Mais t'as rien compris, c'est pas du tout comme ça qu'on perd du poids. Les protéines animales sont super importantes. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvé comme ça à débattre pendant des heures et à m'embrouiller avec de bons potes sur des histoires de méthode. Je me souviens même qu'une fois, j'ai failli en venir aux mains pour une simple histoire de chaussures de course. Chacun essaye de préserver son ego en tirant la couette de son côté et au bout de 2 heures, on n'est pas plus avancé. Vraiment, ce comportement binaire, il est dommage parce qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte que 1, c'est pas en insultant quelqu'un qu'on va le faire changer la vie. Tout ce qu'on va faire, c'est créer encore plus de tension. 2, même si on n'est pas d'accord sur le véhicule, on est quand même dans le même camp, on a les mêmes objectifs, donc à quoi bon se battre? Et enfin 3, en regardant bien, en regardant plus en détail, on découvre que l'autre méthode n'est pas si terrible que ça. Elle a, elle aussi, des avantages, des points forts dont on pourrait s'inspirer. C'est à ce moment-là qu'on devient sage. On réalise qu'il y a plusieurs méthodes efficaces pour atteindre notre objectif et que notre premier véhicule qu'on a utilisé n'était pas miraculeux et parfait. Il était juste un bon début. Bon là vous allez sûrement me dire, ok Roman, je comprends un peu ton analogie, mais où tu veux en venir? Quel est le rapport avec la bourse? Eh bien en fait, en bourse c'est pareil. Comme dans tous les domaines, vous allez avoir des gens qui ont un avis très tranché sur la manière qu'il faut utiliser pour investir dans les marchés. Et simplement en partageant ma stratégie d'investissement dans mes vidéos, j'ai reçu des dizaines de messages d'insultes d'investisseurs qui n'utilisaient tout simplement pas la même méthode que moi. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, on a tous le même objectif, je pense, investir avec succès. Et au lieu de s'insulter, je pense qu'on pourrait échanger et progresser ensemble. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne. Donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter ici. Je n'ai pas la science infuse, je suis un être humain et je peux carrément me tromper et je me trompe souvent. Ça ne fait que 3 ans que j'investis en bourse et j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo, ma stratégie d'investissement dans les dividendes a pas mal évolué depuis mes débuts. En 2017-2018, je visais des entreprises assez risquées avec des gros rendement de dividendes autour de 5-6% et depuis 2019, je me suis recentré sur des entreprises avec des plus petits rendements, 2-3%, mais de bien meilleure qualité, plus sécurisées et avec plus de potentiel de croissance. Pour moi, faire évoluer comme ça sa stratégie au cours du temps, c'est pas un échec. C'est bien, c'est sain, ça veut dire qu'on apprend de ses erreurs et qu'on progresse. Et même si la leçon se retiendra toujours mieux lorsque ça sera votre argent qui sera sur la table, j'espère que partager avec vous en toute transparence sur ma chaîne et dans mes emails mes erreurs d'investissement vous aidera vous aussi à progresser dans votre stratégie. Aujourd'hui, pour rester dans cette idée de s'ouvrir à d'autres manières de faire, j'aimerais qu'on voit ensemble les 4 grandes stratégies long terme d'investissement en bourse avec les avantages et les inconvénients de chacune. Pour que ça soit un peu plus fun, je leur ai donné un peu un nom de clan. Vous savez, c'est un peu comme les écoles à Poudlard. On va donc voir les futuristes, les sereins, les renards et les pirates. Pour chaque stratégie, je vous donnerai un investisseur à suivre et quelques exemples d'actions ou d'ETF qui symbolisent bien cette stratégie. Aussi, afin de vous aider à retenir facilement les infos, je vous ai préparé un fichier PDF résumé avec les 5 critères les plus importants selon moi à regarder pour chaque catégorie d'investissement avant d'acheter vos actions. Et je vous ai aussi rajouté les meilleurs sites que j'utilise pour avoir accès à ces infos-là. Vous pouvez télécharger gratuitement ce résumé PDF en cliquant sur le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo et ce PDF vous aideront à y voir plus clair dans cette jungle d'investissement disponible et vous permettront de choisir avec succès la méthode qui vous correspond le mieux, adaptée à vous, à votre tolérance au risque, à votre âge, à vos objectifs, à votre capital et à votre temps disponible. Alors oui, il existe aussi des méthodes court terme qui permettent de gagner de l'argent en bourse. Le day trading, le swing trading, le forex, les options. Mais on ne va pas en parler ici parce que selon moi, c'est vraiment 2 approches complètement différentes. Ça serait un peu comme comparer les stratégies en foot et en rugby. Bon, ok, vous jouez sur un terrain vert avec une balle, mais la comparaison, elle s'arrête là. C'est pas du tout les mêmes règles et donc pas du tout les mêmes stratégies qu'on va utiliser pour gagner. Avec les modèles court terme, vous allez faire des analyses techniques sur des graphiques où vous allez chercher des patterns. Vous allez utiliser des
des effets de levier et posséder les actions pendant quelques heures seulement avant de les revendre rapidement une fois qu'elles seront remontées. Vous en foutez en fait un peu de ce que fait l'entreprise et les produits qu'elle vend. L'action, elle est simplement un outil pour une spéculation. Vous passez une bonne partie de votre journée sur l'ordi à regarder des courbes et ça en devient presque votre métier, un peu comme le ferait aujourd'hui un joueur de poker professionnel en ligne. Alors qu'avec les stratégies long terme, ce dont on va parler sur cette chaîne, vous allez faire des analyses fondamentales. Vous allez regarder l'entreprise, ses produits, son business model et ses finances. Et lorsque vous trouvez une entreprise qui a du potentiel, vous allez acheter son action et la garder pendant 5, 10, 20 ans si tout se passe bien. Bien sûr, le long terme, ça demande aussi de vous former et de faire des recherches. Mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus passif que de faire du day trading. Dans une stratégie long terme, une fois que vous avez bien fait votre travail d'analyse et que vous avez acheté votre action, vous n'avez quasiment plus rien à faire. Juste suivre les résultats et les changements importants qu'il peut y avoir dans vos sociétés et évidemment encaisser les dividendes. Sur cette chaîne, vous l'avez compris, on va vraiment se concentrer sur ces stratégies long terme car c'est celles que je pratique personnellement et que je connais le mieux. Je vais pas m'amuser à vous donner des conseils sur des stratégies court terme car très honnêtement, j'y connais pas grand chose et je pense qu'il y aura des chaînes YouTube beaucoup plus adaptées si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais quand même vous faire une mise en garde. Les statistiques de l'AMF sur ces produits court terme, elles font froid dans le dos. Alors que la moyenne des investisseurs long terme gagne de l'argent, 89% des gens perdent de l'argent avec les CFD ou le Forex. Et on parle d'une perte moyenne de plus de 10 000 € par client. Je pense que la promesse d'argent facile que font beaucoup de brokers sur les CFD et le Forex attire énormément de débutants qui se brûlent les ailes et crament beaucoup d'argent. Il faut quand même être réaliste. Rares sont ceux qui parviennent à gagner de l'argent sur le long terme avec ces stratégies et ceux qui y arrivent ont souvent des dizaines d'années d'expérience, des outils avancés et un mental d'acier pour gérer la pression et la volatilité des marchés. Donc oui, clairement, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent avec des stratégies court terme. Mais comme le dit si bien l'AMF, le niveau de risque est extrêmement élevé et ce sont des méthodes peu adaptées à la grande majorité des investisseurs particuliers. Voilà, aparté faite sur le court terme, voyons voir ensemble maintenant nos 4 méthodes d'investissement long terme. En tant que futuriste, vous cherchez les entreprises leaders de demain. Des petites et moyennes boîtes, des startups qui ont une idée et qui veulent changer le monde. Elles ne sont encore qu'à leur début, mais vous voyez en elles un fort potentiel et vous vous dites qu'elle pourrait bien exploser dans les années à venir. On vous retrouve souvent sur des secteurs à forte croissance où beaucoup de choses sont encore à créer. Dans les années 2000, c'était Internet. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les voitures électriques, la robotique, la biotech, le cannabis. Vous êtes vraiment tourné vers le futur. Vous regardez ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, mais surtout ce qu'elle pourrait devenir demain. Vous cherchez de la croissance et vous ne vous occupez pas trop du profit, car vous savez très bien que l'entreprise va devoir investir massivement si elle souhaite devenir le leader de son industrie. Votre boulot ne sera pas simple car vous allez à la fois devoir valider un nouveau domaine et valider les meilleures entreprises à l'intérieur de celui-ci. Est-ce qu'en 2030, tout le monde roulera en voiture électrique? Ouais, c'est possible, mais rien ne me garantit que Tesla restera encore le leader de l'industrie d'ici là. En 2006, par exemple, tout le monde vous aurait dit de mettre des sous dans le leader des réseaux sociaux de l'époque, MySpace. Et malheureusement, comme on le sait tous, il s'est fait complètement bouffer par Facebook qui avait tout simplement un meilleur produit. En 2013, c'est Snapchat qui a fait une entrée fracassante. Pour les gens qui avaient des choses à cacher, vous pouviez désormais envoyer des photos qui, dès qu'elles seraient vues, ensuite disparaîtraient. Et vous pouviez afficher les moments favoris de votre journée dans votre story, des vidéos qui à nouveau allaient disparaître au bout de 24 heures. Ces nouvelles fonctionnalités ont été adorées par les utilisateurs et Snapchat a eu une croissance incroyable avant de finalement se faire copier ces fonctionnalités par Instagram, ce qui a évidemment énormément diminué l'attrait et le cours de l'action Snapchat. Vous l'avez compris avec cet exemple, ce sont des secteurs qui bougent beaucoup et vraiment il sera difficile pour vous d'avoir raison à tous les coups avec ce type d'investissement, il y a trop d'incertitudes. Bon, par contre la bonne nouvelle c'est que lorsque vous avez vu juste, vous allez généralement récupérer 10 à 100 fois votre mise initiale, ce qui peut permettre de compenser pas mal de pertes sur d'autres actions. Après évidemment, faut-il encore être patient et ne pas vendre trop tôt
ou trop tard. J'ai 3 conseils pour vous si vous décidez d'adopter une stratégie futuriste. Le premier, ça va être d'éviter les secteurs trop à la mode qui attirent les spéculateurs en tout genre et qui ont tendance à partir en bulle à la moindre rumeur. Il sera sûrement beaucoup plus rentable pour vous de vous concentrer sur des entreprises qui innovent dans des secteurs plus traditionnels que vous connaissez bien. Par exemple, vous pouvez prendre votre secteur d'activité et vous demander quelles sont les nouvelles entreprises qui m'ont agréablement surpris ces derniers temps. Et est-ce qu'elles sont cotées en bourse? Est-ce que je peux investir dedans? Vous pouvez ainsi repérer de superbes actions avec de belles croissances avant que les gros traders de Wall Street s'y intéressent. 2. Vérifiez toujours que l'entreprise a de bonnes finances, un vrai business model solide et que les clients sont satisfaits du produit qu'elle propose. Elle devrait aussi avoir encore pas mal d'endroits où elle pourrait se développer. Achetez toujours une action parce que vous croyez au business et à son développement dans les 10 prochaines années, pas juste parce que son action est en train de monter. Et enfin 3, assurez-vous de ne pas payer un prix délirant pour cette entreprise. Un chiffre intéressant que vous pouvez regarder à ce moment-là, c'est le P ratio, le Price to Earning Ratio. En fait, on va diviser le prix de l'action actuelle par ses revenus de l'année dernière. Comme je vous l'explique dans le PDF, généralement, pour les entreprises futuristes, on va chercher un P ratio qui est proche de sa croissance annuelle. Donc si l'entreprise fait 50% de croissance par an, on devrait chercher un P autour des 50, pas beaucoup plus. Un exemple d'investisseur futuriste que vous pouvez suivre, c'est Gary Vaynerchuk. C'est un entrepreneur assez célèbre aux US qui a investi dans des entreprises innovantes comme par exemple Coinbase, qui est un portefeuille en ligne de crypto, ou encore la Drone Racing League qui propose des courses de drones. Oui, les courses de drones, ça existe. Une autre ressource intéressante que je peux vous conseiller pour cette stratégie, c'est le livre audio French Startup. En fait, c'est un investisseur d'une grosse firme qui interviewe 8 fondateurs de startups françaises qui ont une grosse croissance en ce moment. Vous en connaissez d'ailleurs peut-être certaines, Celency, Back Market, Alan, Ornicar. Je suis en train de l'écouter en ce moment sur Audible et vraiment c'est excellent, c'est rempli de conseils, c'est parfait si vous souhaitez entreprendre ou investir dans des startups. Je vous mets aussi le lien de ce livre audio dans la description. Bon, malheureusement, le défaut, c'est que ces entreprises ne seront pas toujours cotées en bourse car elles sont encore trop petites et généralement pour simplifier leur démarche, elles n'ouvriront leur capital qu'à de gros investisseurs privés. Mais voilà, ça pourrait finir par arriver et on a aussi de plus en plus de sites qui proposent d'investir dans des startups. J'en testerai plusieurs à l'occasion et je vous ferai évidemment une review en vidéo sur la chaîne. Si vous êtes un serein, vous allez un peu mettre de côté les startups et vous concentrer au contraire sur des grosses entreprises bien en place. Quelles sont les boîtes qui depuis 10, 20, 30 ans restent les leaders de leur domaine? Elles ont à peu près tout vu. La guerre, la concurrence, l'évolution technologique, les crises. Et malgré ça, elles sont encore bien présentes et vivantes. C'est ce que j'appelle des entreprises piliers, parce qu'elles sont vraiment solides. Alors, rien n'est évidemment jamais garanti en bourse et on a déjà vu des grandes entreprises avoir beaucoup de mal à se réinventer, voire carrément faire faillite. Mais il y a quand même certaines marques, certains produits qui sont adorés par leurs clients depuis plus de 50 ans et qui me semblent donc très difficiles à détrôner. En fait, toutes les entreprises démarrent en futuristes, mais au bout d'un moment, à force de réussite, elles passent dans la case pilier. Dans les années 2000, par exemple, Amazon, Google, Apple ou encore Microsoft étaient des entreprises futuristes. Aujourd'hui, pourtant, ce sont des entreprises piliers qui ont une énorme base de clients et qui ont largement prouvé que leur business model était viable. Évidemment, même si ces actions piliers peuvent réaliser de solides performances chaque année, elles ne feront pas x10 en 2 ans comme les actions futuristes. Néanmoins, en tant que serein, vous allez généralement préférer cette performance plus faible, entre 8 et 10% par an, mais qui est beaucoup plus sûre, qui est beaucoup plus garantie. Lors des crises, comme celle qu'on a en ce moment, vous le savez sûrement, ce sont les petites entreprises qui sont le plus rapidement touchées. Les plus grosses ont généralement de meilleures finances et un meilleur accès au crédit, ce qui leur permet de bien mieux résister. Vous dormez bien la nuit, vous êtes serein, car vous savez que les entreprises que vous avez dans votre portefeuille, elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Et que même si elles venaient à disparaître, ça serait sûrement assez grave, ça serait sûrement toute l'économie mondiale qui s'écroulerait, et à ce moment-là, vous auriez sûrement d'autres problèmes que gérer des investissements en bourse. Avantage aussi non négligeable, souvent ces entreprises piliers, elles vont vous verser un dividende chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Ces dividendes, ils représentent une source de revenus 100% passive très intéressante si, comme moi, vous souhaitez vivre de vos rentes boursières. Grâce aux dividendes, vous n'avez plus trop besoin de vous inquiéter à savoir à quel moment exact vous allez devoir vendre votre action. Car en fait, vous avez acheté une poule qui produit des œufs en automatique. Je pense que vous concentrer sur ces revenus de dividendes est quelque chose de sain, puisque cela vous pousse à ne pas trop regarder le cours de l'action au jour le jour et laisser à l'entreprise les 5, 10, 20 ans nécessaires pour se développer et vous générer
générer de la croissance. Et sans surprise, ce sont les entreprises que je possède depuis le plus longtemps dans mon portefeuille qui m'ont donné les meilleurs rendements jusqu'à présent. Comme pour les actions des futuristes, il y aura évidemment des recherches à faire. Mais ça sera généralement beaucoup plus simple car ce sont des entreprises dont les finances sont publiques et dont les chiffres sont accessibles à tous. Attention par contre, toutes les entreprises piliers ne versent pas forcément un dividende. Ça va dépendre de la politique interne de l'entreprise. Donc par exemple, Microsoft et Apple en versent un alors que Google et Amazon non. Pour avoir une liste d'entreprises qui versent des dividendes, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, vous pouvez par exemple aller sur un screener comme celui par exemple de Finviz. Vous mettez un dividende yield supérieur à 0, vous classez par capitalisation boursière et vous sélectionnez le secteur qui vous intéresse. Vous aurez alors une liste des plus grandes entreprises qui versent des dividendes dans ce secteur-là. Bon évidemment, vu que c'est la méthode d'investissement que j'ai choisie, je suis un peu biaisé dessus et depuis tout à l'heure, je vous parle des avantages, donc parlons maintenant des inconvénients. Bon, déjà comme je l'ai dit, vous pourrez pas vous attendre à faire des chiffres de croissance incroyables comme vous pourriez le faire en investissant dans des startups. Ensuite, il faut bien comprendre que le dividende, c'est une valeur qui est enlevée au prix de l'action lorsqu'il est versé. Donc, il ne sort pas de nulle part, il affaiblit le cash de l'entreprise et son cours et il va générer une taxation aussi bien du côté de l'entreprise que de votre côté. Pour moi, ça vaut quand même le coup car j'estime que la liberté financière, c'est recevoir comme ça régulièrement de l'argent de manière passive et c'est pas juste chercher à accumuler un énorme capital sur le côté. Les dividendes me récompensent en tant qu'investisseur et me permettent de générer des revenus réguliers sans avoir besoin de vendre les actions. Mais clairement, si on aborde la chose d'un point de vue strictement fiscal, il vaudrait mieux générer uniquement des plus-values qui seront taxées que lorsque vous vendrez vos actions et pas avant. Aussi parce qu'elles sont réputées et reconnues, les entreprises piliers peuvent malheureusement gonfler en prix et devenir complètement surévaluées par rapport à leurs revenus réels. Donc à nouveau, il va falloir faire attention de ne pas les payer trop cher et regarder le fameux PE ratio. Donc même si une belle marque, elle peut justifier un prix élevé, j'ai tendance à déconseiller les PI au-delà de 40 pour des entreprises piliers. 40, ça veut dire que vous payez 40 € l'action pour 1 € seulement de revenus d'entreprise. Et ça veut dire que si l'entreprise maintient son revenu actuel, elle mettra 40 ans pour générer l'argent que vous avez mis dans l'action. Méfiez-vous aussi des grosses entreprises qui, parce qu'elles ont du capital à plus savoir quoi en faire, se mettent à racheter tout ce qui bouge et sortir complètement de leur spécialité. Vous le savez, si vous avez un business, c'est très compliqué d'être le leader dans 5 domaines différents. C'est même impossible. Les Anglais appellent ça la diversification, c'est-à-dire une diversification qui affaiblit l'entreprise au lieu de l'améliorer. Et généralement, quand des boîtes commencent à faire ça, c'est un peu le début de la fin. Enfin, avec ces entreprises piliers, faites attention de ne pas devenir, comme moi avant, ce que j'appelle un obsédé du yield. Oui, un gros rendement de dividendes, c'est attirant, c'est sympa, mais souvent, ça cache quelque chose. Les entreprises qui versent des dividendes supérieurs à 5% sont généralement dans des situations très compliquées et risquent fortement de ne pas pouvoir maintenir leurs dividendes. Avec l'expérience, si j'ai bien compris quelque chose, c'est qu'il est souvent plus intelligent de sélectionner des entreprises avec un yield plus faible, entre 1 et 4%, mais qui ont de belles années de croissance devant elles et qui seront en mesure de continuer à verser leurs dividendes sur une longue période. Pensez donc à vérifier depuis combien d'années elles versent leurs dividendes et si elles sont parvenues à l'augmenter chaque année. Parce que souvent, un dividende en croissance depuis 25 ans, c'est quand même le signe d'une entreprise financièrement stable et rentable. Un chiffre aussi que je vous ai conseillé de regarder dans le PDF, c'est le payout ratio. Le payout ratio, c'est le pourcentage de leurs bénéfices qui est versé en dividendes. Et plus ce chiffre est élevé, plus le risque de coupure est important. Car ça veut dire que l'entreprise a très peu de marge de manœuvre et qu'elle verse quasiment l'entièreté de ses bénéfices aux actionnaires. Et cette situation-là, on veut vraiment l'éviter. On veut au contraire une entreprise qui soit à l'aise pour verser son dividende et qui a suffisamment de profit pour continuer de se développer dans les années à venir. Donc ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des entreprises, mais généralement pour des entreprises qui versent des dividendes, on va chercher un payout ratio qui soit inférieur à 50%. Un exemple d'investisseur serein que vous pouvez suivre, c'est évidemment notre fameux Warren Buffett. Bon, il n'achète pas que des entreprises à dividendes, mais il possède quand même de nombreuses marques de qualité qui versent des dividendes depuis très longtemps. Johnson & Johnson, Apple, Coca-Cola, American Express, etc. Ce que Warren Buffett aime bien faire et que je vous conseille vous aussi de faire, c'est d'acheter ces entreprises de qualité pile au moment où elles sont le plus sous-évaluées, c'est-à-dire, vous l'avez deviné, lors des crises. Par exemple, il a acheté beaucoup d'actions lors de la crise financière de 2008
au moment où tout le monde paniquait. Et je pense que si une nouvelle crise financière se valide en 2020 et que le marché se met de nouveau à chuter à des moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%, on verra Warren Buffett et son entreprise Berkshire Hathaway faire ses courses. Si vous ne souhaitez pas sélectionner vous-même vos actions, vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez facilement répliquer cette stratégie d'action pilier en achetant un ETF. Les ETF, les trackers, ce sont en fait des produits d'investissement 100% passifs qui vont aller acheter automatiquement les plus grandes entreprises piliers du monde. Par exemple, chez Vanguard, vous pouvez prendre VOO, qui est un tracker qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Si vous ne souhaitez pas avoir que les États-Unis, vous pouvez prendre VTI, qui suit plus de 3000 entreprises du monde entier. Et si vous souhaitez, comme moi, avoir plus de cash flow, des dividendes, un tracker qui va se concentrer sur les dividendes, comme par exemple VIG. Attention par contre, si vous êtes en Europe, vous devez trouver des versions UCITS de ces ETF, c'est-à-dire qu'elles ont la norme européenne. Et je vous explique tout ça à nouveau dans le PDF qui est dans la description. En tant que renard, vous êtes quelqu'un de malin qui achète des actions lorsque personne d'autre n'en veut. Vous êtes ce qu'on appelle un anti-conformiste. Vous vous éloignez des entreprises trop glamour, des futuristes et également des entreprises trop reconnues, des sereins. Vous cherchez des entreprises sous-cotées, des underdogs. Et en analysant soigneusement des bilans comptables à longueur de journée, vous finissez par tomber sur des perles rares. Peut-être des entreprises dans un secteur un peu obscur, complètement inconnu du grand public, mais qui ont une belle croissance et de très bons fondamentaux. Ou alors, ce sont des entreprises connues mais qui sont vraiment mal en point, mais qui d'après votre analyse s'apprêtent à démarrer un nouveau cycle et faire un comeback. Ou encore, des entreprises où vous avez découvert que la valeur des actifs que possède cette société était supérieure à son cours boursier, ce qui en fait une opportunité très intéressante. Quand on vous regarde de loin, on peut avoir l'impression que vous prenez énormément de risques, car souvent vous allez acheter des entreprises qui n'ont absolument pas la cote. Mais souvent, ce risque est vraiment atténué car vous avez bien fait vos recherches et vous savez au fond de vous que ce que vous achetez a beaucoup plus de valeur que le prix auquel vous le payez. Clairement, il est difficile de vous donner un plan à suivre pour cette stratégie car les méthodes des malins varient énormément et souvent chaque investisseur renard va développer un peu sa propre spécialité. Ce qui est sûr, c'est que c'est une méthode qui demande beaucoup de recherche et également beaucoup de patience. Même si vous avez raison, vous avez sûrement raison un peu trop tôt et le marché mettra souvent pas mal de temps avant de reconnaître la valeur que vous avez vue dans l'entreprise. Un bon exemple d'investisseur anticonformiste et renard, c'est Michael Burry. Vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a gagné des millions en shortant les subprimes des grandes banques américaines lors de la crise de 2008. L'histoire est racontée dans le film The Big Short que je vous conseille, qui est vraiment cool pour comprendre ce qui s'est passé à cette période-là. Sa plus grande position actuelle, elle est dans l'entreprise GameStop. C'est une boîte qui possède des boutiques de magasins physiques de jeux vidéo. Et vous la connaissez sûrement, c'est elle en France qui possède les Micromania. En 5 ans, l'action a perdu 90% de sa valeur car de plus en plus de gens achètent leurs jeux vidéo en ligne au lieu d'aller dans les magasins. Mais Burry a quand même décidé d'acheter plusieurs millions de cette action car il estime que son bilan comptable ne justifie pas un tel prix. Et également que l'action de cette société devrait sûrement remonter lors de la sortie des nouvelles consoles de salon. Vous voyez que sur la courbe, ça a été le cas en 2006 lors de la sortie de la PS3 et de la Xbox 360 et de nouveau en 2013 lors de la sortie de la PS4 et de la Xbox One. Voilà un exemple de pari risqué mais bien pensé de la part d'un investisseur value, d'un renard. Si vous êtes un pirate moussaillon, vous êtes assez pessimiste sur l'économie actuelle et vous pensez que les actions ne sont pas le seul ou le meilleur actif à posséder. Bon, je vais quand même enlever le chapeau. Vous allez donc investir dans d'autres types d'actifs comme des obligations, du cash, des matières premières, de l'or, pour les plus téméraires, des crypto-monnaies. En fait, vous cherchez à vous hedger, à vous protéger des crises en diversifiant vos investissements sur des choses qui ne sont pas corrélées au marché boursier ou à Wall Street. Par exemple, vous le savez sûrement, on dit que l'or est une valeur refuge. Son prix est assez stable et augmentera naturellement lorsqu'il y aura des crises. Aussi, contrairement aux monnaies que les États peuvent imprimer à l'infini comme ils le font en ce moment, on ne peut pas imprimer plus d'or ou de bitcoin, leur nombre est mathématiquement limité. Et c'est ça qui crée leur valeur. D'ailleurs, sur les 15 dernières années, vous auriez gagné plus d'argent à investir dans l'or que sur les actions. Si une crise arrive, vous avez alors une sorte d'assurance qui vous protège et vous serez généralement beaucoup moins touché que les gens qui ont 100% d'actions dans leur portefeuille. Et alors, si carrément l'économie ou le système monétaire mondial s'effondre, vous sortirez sûrement grand gagnant car les actifs que vous posséderez auront d'un coup beaucoup de valeur. Bon, l'inconvénient, c'est que pour l'instant, historiquement, si on prend sur une plus longue période de temps, 50 ans et plus,
les actions restent l'actif qui a le mieux performé. Aussi, contrairement aux actions, aux obligations, ce qui peut gêner certains investisseurs avec l'or, c'est que ce sont des actifs qui n'apportent pas de réelle valeur à l'économie. Ce ne sont pas des outils qui aident les entreprises à se développer, ce ne sont que des outils de réserve. Un bon exemple de pirate, c'est Ray Dalio, qui est un investisseur milliardaire américain qui a popularisé le fameux portefeuille All Weather, qui est une version un peu plus avancée du célèbre Permanent Portfolio de Harry Browne. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille qui va résister à toutes les saisons de l'économie. Marché haussier, marché baissier, récession, inflation, déflation. Dans le portefeuille All Weather, vous allez donc avoir 30% dans des actions, 40% sur les obligations long terme, 15% sur les obligations moyen terme, 7,5% sur l'or et enfin 7,5% sur des matières premières. Avec une répartition comme celle-ci, vous aurez sûrement des performances moins importantes que quelqu'un qui a 100% d'actions, mais le gros avantage, c'est que vous ne verrez jamais de grosses baisses sur votre portefeuille. Pour vous donner un exemple, sur les 20 dernières années, la plus grosse perte que vous auriez eue avec le portefeuille All Weather, c'était en février 2009 où vous auriez perdu seulement 12% sur le mois alors qu'on était en pleine crise financière. Et vraiment 12%, si vous vous rendez pas compte, c'est très peu par rapport aux actions qui à la même période ont pris des moins 40, moins 50, moins 80%. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon des 4 grandes stratégies d'investissement long terme en bourse. Il y a peut-être des stratégies dont j'ai pas parlé, j'ai pas forcément rendu hommage à fond à toutes les stratégies et je suis resté un peu plus longtemps sur celle des piliers car c'est simplement celle que je maîtrise le mieux. Mais à nouveau, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Vous l'avez vu, en fonction de si vous aimez le risque ou pas et si vous avez du temps libre ou pas, il y a des stratégies qui vont naturellement plus vous correspondre. Au départ, je vous invite évidemment à vous concentrer sur une seule de ces 4 stratégies pour devenir vraiment bon dedans et en comprendre toutes les subtilités. Par exemple, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je pensais que les dividendes c'était simplement prendre des entreprises qui versent des gros dividendes et en fait c'est beaucoup plus subtil que ça pour sélectionner des bonnes entreprises à dividendes. Et une fois que vous maîtrisez bien une stratégie, évidemment ne restez pas non plus bloqué dessus. À ce moment-là, souvent s'ouvrir à d'autres stratégies, s'ouvrir à d'autres manières de faire, c'est la meilleure manière de continuer de progresser. Par exemple, si je vous prends mon cas, à la base j'investis dans les entreprises piliers avec des dividendes en croissance de la catégorie 2, mais il y a quelques startups de la catégorie 1 dans laquelle j'aimerais bien mettre un peu de sous. Je progresse aussi de plus en plus sur la lecture des bilans financiers et je finirai peut-être par être capable de repérer des actions value comme les investisseurs de la catégorie 3. Et enfin, je réfléchis aussi à avoir un peu d'or et d'obligations qui résisteraient bien aux crises et que je pourrais éventuellement revendre pour acheter des actions à bas prix en cas de grosses opportunités sur le marché, un peu comme le font les investisseurs de la catégorie 4 lorsqu'ils rééquilibrent leur portefeuille. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger le guide dans la description si vous voulez un bon résumé des choses importantes à surveiller lorsque vous achetez vos actions. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si du coup vous penchez plutôt sur une stratégie futuriste, serein, malin ou pirate. Enfin, merci encore pour tout votre soutien sur les précédentes vidéos. La chaîne a décollé, je reçois de nombreux commentaires de votre part tous les jours et c'est top, ça m'aide aussi beaucoup à progresser personnellement. Donc voilà, merci à vous vraiment. J'espère que le contenu que je produis continue de vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher le petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur les investissements. D'ici là, gardez la pêche, c'était Roman. Ciao.